J'attends. Voilà. Oui, c'est bien. On va nous enregistrer, vous le savez, puisque ceux qui ne peuvent pas assister, nous en avons beaucoup chaque fois qui nous demandent parmi vous le lien en ligne pour réécouter ou écouter le GovTegu auquel ils n'ont pas pu assister. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je regarde où on en est, partager l'écran. Voilà, écoute, je pense que nous allons commencer. Les autres inscrits vont arriver peut-être petit à petit, mais comme le temps nous est compté, à chaque fois, je fais en sorte de ne pas trop manger sur les minutes qui nous sont accordées, notamment pour notre invité qui est en direct depuis Téhéran. Nous ne sommes pas dans l'Eurovision, mais presque. Et je reçois donc aujourd'hui un ami de la France, un ami du français, qui est le professeur Rouhollah Hosseini, de l'Université de Téhéran, qui dirige le département francophone Europe-Amérique du Nord au sein de la faculté qui s'intitule à Téhéran Faculté des études mondiales, qui correspondrait, on va dire, à sciences politiques ou à une faculté d'études géopolitiques. Et le français, grâce à lui, connaît au sein de cette université de Téhéran une place pour laquelle on peut tous être fiers, nous, Français. Je vous le dis parce que je le vis souvent à ses côtés. Et c'est magnifique. Il anime actuellement, par exemple, une équipe d'une dizaine d'étudiants, de master, d'étudiantes, parce qu'il y a plus de filles que de garçons en master, tous francophones, qui sont arrivés, je meuble un peu, vous voyez, en attendant que les gens arrivent, mais j'ouvre cette parenthèse parce que j'ai été émerveillé encore l'année dernière de découvrir ce monde de la francophonie à l'université de Téhéran, où ces jeunes qui arrivent, la plupart, à l'université étant anglophone, parce que l'anglais est une langue, la deuxième langue obligatoire après le persan, et qui se mettent au français. Imaginez la motivation et la volonté et la détermination de ces jeunes Iraniens qui, à l'université, découvrent notre langue et qui arrivent au niveau des masters, donc bac plus 4, bac plus 5, en maîtrisant suffisamment le français pour se lancer dans des doctorats en français qu'ils vont rédiger en français, qu'ils vont soutenir en français. Et moi, je ne peux qu'être admiratif devant cette détermination et je veux qu'en France, on connaisse cet état d'esprit qui est là. Et le chef d'orchestre de tout ça, eh bien, il est là ce soir à nos côtés, c'est Rouhollah Hosseini. Merci Rouhollah pour tout ce que vous faites, pour le rapprochement entre nos deux pays. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Rouhollah est un homme, je vous ai dit qu'il était responsable du département Europe-Amérique du Nord dans les aspects plutôt géopolitiques, mais sa passion depuis très longtemps, on se connaît depuis plus de 15 ans. Rouhollah est un auteur francophone, prolifique, c'est un poète, il écrit des romans, il écrit des poèmes, il en a déjà publié un certain nombre en France, le dernier à l'Harmattan qui s'appelle Einstein et l'amant, mais là aussi je vous donne des titres, Minuit passé, un autre, Les vagues et les mers, ou bien Galaxie, toi, Dieu et moi, ou encore, moi aussi, j'ai attrapé le coronavirus, qui a été récompensé par deux prix nationaux. Donc voilà cet homme qui maîtrise le français, qui pense en français, qui aime le français. Eh bien, je me suis dit que c'était la personne toute désignée pour, avec lui, comprendre ce qu'est la place aujourd'hui dans la tête, dans la culture, dans le cœur des Iraniens, quelle est la place de la littérature française contemporaine.
parce qu'on parle souvent de Molière, enfin des anciens, Beckett, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2024, on va essayer, grâce à Ruhollah Hosseini, de comprendre est-ce qu'il y a une place en Iran parmi les lecteurs iraniens, alors pas francophones forcément, parce qu'on a beaucoup d'ouvrages qui vont être traduits, il va nous en parler. Mais quelle est cette place? Est-ce qu'elle est importante ou pas? Donc je vais tout de suite, cher Ruhollah, rentrer dans le vif du sujet, peut-être une introduction historique. Comment est arrivée la littérature française dans la société iranienne? Remontons à quand vous voulez. D'accord, ok. Bon, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie infiniment, cher Jean-Claude, pour tous ces compliments. C'est un grand plaisir pour moi ce soir d'être avec vous à l'occasion de cet échange sur Goftegou qui, j'espère, profitera à notre audience et qui inspirera, j'espère aussi, euh, inspirera le lectorat et notre public et qui aura, je pense, j'imagine, une contribution encore plus enrichissante à la fin de cette séance. Bon, oui, vous avez raison, nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais tout de suite attaquer le sujet. Et en ce qui concerne votre question sur l'historique de la question, Jean-Claude, nous ne pouvons pas vraiment donner une date précise à ce sujet, Bon, mais si on accepte que la connaissance d'une littérature étrangère, à une époque où il y avait pas encore de traduction, passe forcément par l'apprentissage de la langue dans laquelle cette littérature a été produite, alors nous pouvons poser que c'était en effet l'enseignement du français qui avait ouvert aux Iraniens les portes à la connaissance de la littérature et des auteurs français. Et par conséquent, nous pouvons remonter très loin jusqu'à l'époque safavide, c'est-à-dire au XVIe siècle, à l'époque où les premiers missionnaires religieux français sont entrés en Perse. 16e siècle. Euh, oui, oui, 16e. Oui, ils étaient les premiers enseignants du français en Iran, des personnalités comme Raphaël Dumont, que vous connaissez bien sûr, hein, qui a vécu environ 50 ans en Iran comme ambassadeur de France et traducteur à la cour de Shah Abbas II et Shah Soleiman, et qui en même temps enseignait le français au Shah et en fait, aux membres de la famille royale, à ses courtisans. À croire les documents qui existent, Dumont était également écrivain. Donc, on peut supposer qu'il utilisait, qu'il se servait des livres littéraires, des romans, pourquoi pas pour enseigner le français à ces gens-là. Euh, Dans cette même optique, nous pouvons considérer la création des premières écoles françaises en Iran comme des fenêtres, des premières fenêtres qui donnaient sur la littérature française. Vous le savez, hein, assurément, sous le nom d'école lazariste, les premières écoles sont créées en Iran vers 1840, Voilà, c'est le c'est-à-dire dans la 19e première siècle. moitié du 19e siècle, à l'époque des Qajars, la domination de la dynastie Qajar sur l'Iran. D'abord, c'était à Tabriz, puis à Ispahan et Téhéran. Donc, nous pouvons dire que la vraie connaissance avec les auteurs Pardon. français, la vraie connaissance, hein, ou si je peux dire la connaissance officielle, Oui, hein, texte. avec les auteurs français, oui, remonte à cette époque et aux premiers échanges scientifiques euh, et intellectuels des Iraniens avec les Européens. À l'époque Qajar, les relations entre l'Iran et la France se sont développées et étendues des affaires commerciales et politiques
au domaine scientifique et culturel. On venait finalement de comprendre qu'on avait vraiment besoin de la science et des techniques pour contrer les Russes qui n'arrêtaient pas de violer nos frontières, hein, la souveraineté iranienne. D'accord, d'accord. Ah, ah, ah. On a un petit souci technique. Téhéran nous a quittés. Problème d'Internet. Est-ce que... Oui, Juan là? Oh, oui, 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 oui. Il y a eu une petite pause là. Internet, voilà, si ça repart, c'est bien. Voilà, on en était au 19e siècle avec les Rajars, oui, l'arrivée, si on peut aller un peu plus vite, parce que je regarde ah le oui, temps, d'accord. Oui, oui, véritablement, oui. bon, là, il y a la Cour, si j'interromps, il y a la Cour qui est concernée par ces Français intellectuels qui arrivent pour enseigner. Il commence à y avoir des écoles avec les lazaristes, ce que vous venez de Mhm, dire, mais mhm. on va voir se développer dans un cercle plus large la lecture ou la connaissance des romans à partir de quand? Bon, en fait, oui, j'allais juste arriver à ce point, Jean-Claude. Oui. Euh, bon, euh, juste à cette époque même, c'est-à-dire, bon, vous connaissez cette figure d'Abbas Mirza, le prince, disons, intellectuel, hein, le prince héritier de Kadjar. Il donne lui-même l'ordre de traduire en persan les ouvrages offerts par Napoléon Bonaparte qui traitaient principalement des sujets historiques. Nous avons Histoire d'Alexandre, nous avons Pierre le Grand, nous avons Histoire de Charles XII, hein, et c'était quelques ouvrages qui faisaient partie de cette traduction. Et donc, euh, ils figurent parmi les premiers ouvrages traduits du français et donc lu par les lecteurs, par le public iranien, par un public plus large. Bon, là, j'ai des remarques à faire là-dessus. Si vous voulez, je pourrais vous en parler. Sinon, on peut aller en avant. Voilà, je voudrais plutôt qu'on avance Oui. pour arriver au romancier, parce que là, on est dans le roman historique, plutôt Ouais. éducatif, du Mhm. grand mythe nationaliste, patriotique que chacun essaie de mettre en avant. Mais rentrons un peu dans cette réalité qui va petit à petit apparaître, la découverte des romanciers français de la fin du 19e, c'est vous qui allez nous le dire. D'accord, d'accord, d'accord. Bon. Bon, c'est vrai que bon, la connaissance des ouvrages français, au départ, à ce siècle, sous le règne de Nasser-Eddin Shah, passait plutôt par la philosophie, par des ouvrages philosophiques, hein. Bon, bon, les ouvrages que j'ai cités, hein, l'œuvre de Voltaire, hein, le grand philosophe de l'ère des Lumières, Lumière. euh, fait montre de l'attention du public, hein, de l'époque au progrès en Europe et de la nécessité d'en tirer profit pour le progrès de l'Iran. Hmm. Hmm. Et ce même roi que j'ai cité, c'est-à-dire Nasser. Nasser-Eddin Shah, qui est connu, célèbre pour ses voyages en Occident et en particulier en France, hein. Mais l'un de ses apports majeurs en ce qui concerne notre sujet, c'était la création de l'école Darul Fun. Vous connaissez cet événement majeur de l'histoire moderne de l'éducation en Iran, oui. Et Darul Funun était un centre où le français était l'une des matières principales et obligatoires de tous les programmes d'études, hein. Les étudiants et les diplômés de cette école seront plus tard, hein, les premiers traducteurs de français en Iran. Et donc, et quand on dit traduction, à part les ouvrages historiques,
Là, il fallait tout de suite aller vers des ouvrages, des romans historiques. Hein, et la figure principale qui se fait jour, du coup, c'est qui? C'est Alexandre Dumas. évidemment. Alexandre Dumas, du côté des romanciers, et Molière, du côté des dramaturges, des metteurs en scène. Ce sont les deux figures principales, les deux figures majeures euh, qui font irruption sur la scène Iranienne. iranienne, sur la D'accord. scène, sur la scène du marché iranien. Est-ce que je peux demander, ces deux personnages qui marquent, on va dire, l'entrée de plein pied de la littérature française, leur cote de popularité, est-ce qu'elle va durer comme ça jusqu'à nos jours ou est-ce qu'elle va durer un certain temps, mais elle va s'arrêter, puis ils vont être remplacés peut-être par d'autres? Pour Alexandre Dumas, c'est le cas, oui. C'est-à-dire qu'Alexandre Dumas, c'était un temps précis. C'était juste la fin 19e, début 20e siècle, mais il était très populaire en Iran à l'époque. OK? Mais pour Molière, par contre, ça continue. Bon, mais ce qui est marrant, c'est que bon, je devais peut-être faire cette remarque aussi que bon, j'ai parlé des traducteurs, j'ai parlé de Dorul Fonoun. Euh, il y a un nom qui brille hein, là. Il y a un Etemordo Saltané, ministre des imprimeries, hein, qui a passé aussi un temps à l'ambassade de l'Iran à Paris, tout Ah, en voilà. étudiant l'histoire, la géographie et la littérature française à l'université de Sorbonne. De son retour en Iran, le roi Qajar, Nasser Shah, le nomme à la tête de Dar Tarjome Homayuni. Si, si, si je peux traduire, c'est la maison de la traduction impériale. Hein? C'est aussi le traducteur personnel du roi. Parmi les œuvres importantes et célèbres qu'il traduit, on trouve le chef-d'œuvre de Molière, Le médecin malgré lui. Le médecin malgré lui fait figure parmi les premières œuvres qui ont été traduites de ce grand dramaturge classique du XVIIe siècle. Mais D'accord. aujourd'hui, bon, il continue à fasciner le public iranien et il est toujours populaire au milieu du grand XXe siècle. Aujourd'hui aussi, si vous consultez le marché iranien, vous voyez par exemple l'œuvre de Molière lue hein, par le public dans des formats très chics, hein, très précieux. Il y a surtout Dariush Moadabian qui a donné une collection de l'œuvre du dramaturge et qui mérite vraiment l'attention, et par la qualité de la traduction et par la présentation. D'accord, d'accord. J'ai une question, Roualla. Oui. Entre cette période du 19e où l'on voit l'introduction de la littérature et puis le moment où l'on se parle, j'imagine qu'il y a eu des hauts, qu'il y a eu des bas. Quelle est la période, d'après vous, la plus intense concernant la place de la littérature française, je ne dis pas francophone, hein, la Mhm. littérature française, peut-être traduite, dans la société iranienne? Est-ce que vous pouvez cerner, est-ce que c'est maintenant, ou est-ce que c'était il y a 40 ans, ou est-ce que c'était il y a 70 ans? Vous pouvez nous dire deux mots là sur cette... Bon, Jean-Claude, au passé que j'ai évoqué, compte tenu du contexte politique, sociopolitique et historique de l'Iran, l'atmosphère créée par la révolution constitutionnelle, comme j'ai dit, les œuvres 1906. historiques et philosophiques, ah oui, l'œuvre des Lumières, par exemple, attirait davantage l'attention. Bon, les Iraniens progressistes de l'époque découvraient et comprenaient la littérature française dans le contexte de la révolution constitutionnaliste ou constitutionnelle. D'accord? La France de 1789 ou de 1848 était pour eux un modèle hein, inspirant. Oui, D'accord, donc ouais. les premiers romans iraniens apparaissent par ailleurs dans ce contexte politique et social, hein, ce D'accord. contexte agité.
Et là, ce n'est pas les œuvres de Flaubert, de Stendhal qui retiennent l'attention, mais, euh, mais justement ces romans historiques d'aventure D'accord, d'un d'accord. auteur comme Alexandre Je Dumas. comprends. Là je devrais citer un grand auteur iranien, un ministre de la Culture avant la Révolution, Parviz Zenateleh Khanlari. Il, 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 euh, il dit quelque part dans ses mémoires que j'ai entendu dire par les anciens que pendant l'hiver, des familles se réunissaient pour la veillée. L'un d'entre eux lisait à haute voix la traduction de livres comme Les Mille et une nuits ou Le Conte de Monte Cristo et les autres étaient toutes oui. Bon, on peut imaginer bon, l'ambiance, l'époque et la présence de l'œuvre des Français, des Lumières, Voltaire, Rousseau, Alexandre Dumas, d'accord, Comte de Monte Cristo, les Trois Mousquetaires, oui. Et je dirais que l'engouement euh, euh, du public iranien pour la littérature française est marquant surtout à cette période, c'est-à-dire Ah, d'accord. fin 19e, début 20e, et on peut aller jusqu'à l'époque où bon, l'idéologie communiste, pour des raisons qu'on connaît bien, oui, va s'emparer de la scène. Nous aurons, nos auteurs vont avoir des tendances marxistes, oui, communistes. Alors c'est là vers le milieu du XXe siècle, la tendance va plutôt vers la littérature russe pour céder la place à l'époque de Pahlavi d'eau, à la littérature anglaise ou américaine, surtout avec la fondation, la création de la maison d'édition Franquet. Bon, alors, en résumé, je veux dire, pour des raisons socio-historiques, c'est toujours début XXe siècle pour la littérature française. Et ça par rapport à d'autres littératures, d'accord? Je comprends bien. Sinon, le nombre des œuvres traduites aujourd'hui est beaucoup plus impressionnant qu'à l'époque. Ah oui, voilà, c'est ça. Ouais, on n'est pas dans la qualité, mais dans la quantité. Probablement, ça Quantité dépasse plutôt. ce qui se passait. Euh, alors, moi, j'aimerais qu'on puisse. euh, alors, je ne sais pas si vous êtes parti, mon cher Roualla. Deuxième coupure. Est-ce que Roualla va nous revenir sain et sauf? Sain et Euh, sauf, oui, voilà, Rolla revient. Alors, Rolla, j'aimerais, là, on a beaucoup parlé du 19e siècle, du début 20e, parce qu'il est très important, voilà, mais je voulais savoir, dans la littérature française, arrivons un peu à la littérature contemporaine. Là, on parle des anciens, Musset, Flaubert, Chateaubriand, mais alors, si l'on veut parler des auteurs contemporains vivants, on va dire, aujourd'hui en France. Quelle est la situation en Iran? Quelle est la connaissance de ces auteurs? bon, euh, au cours de ces 2 ou 3 dernières décennies, Oui, euh, surtout au cours de cette dernière décennie, avec ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce développement de l'espace numérique, les auteurs présentés comme les plus vendus en France, soi-disant les best-sellers, euh, voient leurs œuvres traduites plus fréquemment. Des auteurs comme, c'est intéressant ça, des auteurs comme Marc Lévy, Guillaume Musso, ah sont oui, des exemples. Anna Gavalda est également l'une des auteurs dont de nombreuses œuvres ont été traduites en persan ces dernières années. De même pour Christian Bobin, ah oui, j'entendais qui a souvent. rencontré un grand succès dans le marché iranien. Hmm. Là, les lauréats du Goncourt, du prix Nobel de littérature
du coup, ont subitement attiré l'attention, sont rapidement mises en avant. L'Oclésio, par Le exemple, Clésio, oui. en raison de son style et écriture qualifiée de simple et sereine, hein, avec ses personnages. D'accord, d'accord. Est-ce que les... comment? Ah, je vais attendre que vous reveniez. Ça repart, ça revient. Voilà. Jean-Claude, Oui, bon, bon, en voilà. fait, euh, quand, bon, pourquoi ça arrive? Parce que, il y a une annonce qui vient à chaque fois et qui dit ce meeting est en train d'être enregistré. C'est la raison pourquoi Ah bon? Parce que moi, oui, j'ai c'est pas ça la ça. raison. D'accord. Bon, écoutez, on ne s'affolera pas, on saura que c'est ça, mais nous, on n'a pas ça côté français. C'est bon, voilà, ça arrive en Iran. Bon, mais on continue, on continue. Ah Euh, oui, d'accord. Ouais, je disais, oui, je parlais c'est de super. l'Oclésio, Je voulais oui. savoir, est-ce que les lecteurs iraniens, par exemple, suivent, alors c'est une élite probablement, mais est-ce qu'ils suivent, par exemple, l'actualité des prix littéraires, le prix Goncourt, le prix Médicis? Est-ce que c'est suivi par les lecteurs iraniens? Oui, oui, beaucoup, oui, beaucoup. Et comme je disais, hein, l'exemple le plus marquant, c'est Modiano et l'Oclésio. Patrick Modiano, dès qu'il a reçu le prix Nobel, il bénéficie d'une situation pareille à l'Oclésio. Hmm. D'accord, d'accord, Donc, il est évident que euh, Nobel et surtout Goncourt, hein, ce sont les deux prix qui sont qui affectent le choix de nos traducteurs, de nos milieux universitaires et intellectuels. Hein. Il est évident que le prix Nobel a grandement contribué, par exemple, à étendre la renommée de l'Ecclésio, hein, sur le marché de la traduction en Iran. D'accord? Donc, les prix comptent beaucoup. Les prix comptent beaucoup ces dernières années et on peut comprendre l'effet que les prix ont sur le choix des traducteurs. d'accord, d'accord. Est-ce que donc j'ai compris que enfin dans les alors d'abord y a-t-il des pour ceux qui et celles qui nous écoutent y a-t-il des librairies à Téhéran en province je ne sais pas mais commençons par la capitale à Téhéran y a-t-il des librairies qui sont spécialisées dans l'édition française? Jean-Claude, autant que je sache, à ma connaissance, il n'y a qu'une seule librairie appelée Farhang Muasser D'accord, qui, qui se concentre sur la vente de livres en français ou traduits du français. Hein, bien d'accord. qu'elle ne soit pas limitée à la littérature française, surtout ces dernières années, elle est devenue plutôt généraliste. Mais autrefois, en particulier parce qu'on est dans la période du Salon international du livre de Téhéran, en particulier pendant cette période, je me souviens, nous allions au salon avec enthousiasme, hein, pour voir et acheter des romans, des pièces de théâtre, des poèmes français. Il y avait deux stands importants et célèbres. Bon, peut-être nos amis, mes collègues, s'ils se trouvent là dans cette réunion, ils se souviennent de ça. Oui. Ioannis, Alice et nous, par exemple, c'était deux stands de Orphée en persan qui nous attiraient, hein, qui attiraient notre attention, ou qu'on fréquentait, ou on achetait nos livres. Mais ça fait quelques années que ces D'accord. stands disparu et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Tout est devenu anglophone. Hein. Euh, Cet anglophonisme bon, l'emporte et a ses effets aussi dans ce domaine. Je comprends, je comprends. Euh,
Donc, alors, la plupart, donc, si je comprends aussi, la plupart des auteurs qu'on vient de citer, contemporains, ah, on n'a pas cité les auteurs dramaturges. Est-ce que, par exemple, pour les étudiants des beaux-arts dans la section théâtre, bon, Molière probablement est toujours à la mode, mais est-ce que on étudie aussi Éric Emmanuel Schmitt, Coltès, j'en passe? Là, il se passe quoi là? Oui, Coltès aussi, il est présenté, mais bon, mais le En farci. dramaturge le plus populaire, le dramaturge le plus populaire, c'est vraiment Schmitt. Hein. Ah, c'est Éric Parmi les Emmanuel Schmitt, dramaturges, parmi les dramaturges, contemporain. il y a, oui, contemporains, il y a deux noms qui ont particulièrement retenu l'attention des traducteurs et du public. C'est Schmitt et le deuxième, qui est d'ailleurs d'origine iranienne, c'est Yasmina Reza. Hmm. Ah oui, Deux auteurs dont l'un des thèmes d'intérêt dans leurs œuvres, c'est la famille et les conflits entre les conjoints. On peut comprendre alors l'intérêt que porte le public iranien bien à sûr. l'œuvre de ces auteurs. Hein. Il y a deux œuvres, surtout, entre autres, Petits crimes conjugaux et Trois versions de la vie hein, sont deux œuvres marquantes qui ont attiré l'attention à la fois chez les metteurs en scène hein, pour des performances scéniques, mais aussi chez les traducteurs et D'accord, partant chez le public. je comprends, je comprends. Et dans tout ce que vous nous avez décrit, donc implicitement, mais c'est encore mieux si on le dit, quel est le style qui retient le plus l'attention du lecteur iranien? Qu'est-ce qu'aime l'Iranien? Alors, on a vu qu'à la fin du 19e siècle, c'était plutôt les romans d'aventure. Mhm. Aujourd'hui, qu'est-ce qui attire plutôt voilà, le lecteur iranien? C'est quel style de roman? Alors, Euh, on vient d'en parler pour le théâtre, mais dans la littérature non dramaturge. je vois, oui. Bon, en fait, on peut dire ça. Plus que les questions de la forme, de la structure, les questions formelles, le lectorat iranien, aujourd'hui même, hein, qui est d'ailleurs pas très vaste, hein, je souligne. Hein. Bon, vous connaissez peut-être un peu euh, le tirage des romans, surtout des poèmes en Iran. C'est 500 exemplaires, D'accord, au maximum 1000. Hein. C'est, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est déjà un succès. Hein. Bon, d'accord, ce lectorat est plutôt attentif au thème. Hein et particulièrement attiré par les œuvres qui contiennent toujours des questions critiques et sociales. Hein. La même tendance dans le cinéma aussi, hein, si vous faites attention, c'est-à-dire le ouais, cinéma qualifié de social hein, et, et attire tous hein, l'attention du public. C'est la même chose pour ce qui concerne le roman. C'est pourquoi les œuvres de Camus hein, et de Sartre continue de jouir d'une popularité en Iran. Hmm. Dans cette même optique, je considère l'intérêt et l'attrait pour des œuvres d'un Schmitt, d'un Yasmina Reza ou Camus. Hein. Euh, euh, bon, et cet intérêt, personnellement, je pense que c'est plus authentique, plus sérieux que l'intérêt pour des œuvres d'auteurs tels que Guillaume Musso ou Modiano. Hmm. Euh, ou Marc Lévy. en même temps, j'estime que l'intérêt pour Gavalda, pour Annie Ernaux, hein, c'est un phénomène. Hein. Euh, bah, si vous connaissez hein, la qualité, les thèmes, le contenu de l'œuvre d'Annie Ernaux, hein, vous serez un peu surpris, je pense. Ça. Mousseau ou Lévy, hein, euh, je pense que ça, c'est plutôt le produit des changements générationnels. Hein. La jeune génération d'aujourd'hui en Iran a des... Oui. Bon, alors voilà la publicité. On attend. Roalla va enlever le message
qui dit, vous voulez quitter l'enregistrement, et il va nous revenir, pardonnez-nous de cette... voilà, on a bien compris, voilà. C'est pas grave. Ah, moi, je n'ai plus le son, là, par contre. Tant le son est bien encore cadré, mais je n'entends plus Roalla. Je ne sais pas si les autres auditeurs l'entendent. Non. Je ne sais pas si Vaïd est au contrôle, notre ami Vaïd Yaroubi, s'il suit ou pas, pour nous dire qu'est-ce qui se passe, puisqu'on n'a plus le son. Moi, je n'entends plus du tout Roualla. Vaïd. Alors, je vais me permettre d'appeler Vaïd. Vaïd, Vaïd. Excusez-nous, c'est dommage que on ne comprend pas pourquoi, parce qu'il n'est pas coupé. Il n'est pas coupé, non, il n'est pas coupé. Voilà, j'essaie de voir si Vaïd nous entend. Et zut alors, ah, la technologie, la technologie. Non, moi je ne t'entends pas, je ne t'entends pas, voilà. Je ne t'entends pas. Ouais. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire, sapristi. Excusez-moi. Vaïd, au secours. Nous n'avons plus de son pour terminer l'émission. Ah oui, dommage, dommage. Bon, ça marche toujours pas. Oh là, on a vraiment des ennuis avec le réseau là aujourd'hui. Excusez-nous, excusez-nous. Je ne sais pas. Euh, Est-ce que quelqu'un parmi nos auditeurs fidèles pourrait m'envoyer en chat un petit message pour me dire si il m'entend, moi? On n'entend plus Roualla Hosseini, mais est-ce qu'on m'entend, moi? Oui, bon, merci. Euh, alors écoutez, en attendant, je ne sais pas quoi faire. Je suis bien embarrassé. Je suis bien embarrassé. Euh, eh bien, 37, non, non, tout le monde répond oui, oui. Merci Didier. Euh, Écoutez, en attendant éventuellement que ça revienne, parce que j'ai lancé, euh, on va voir si Roualla nous fait le plaisir de revenir parmi nous, mais surtout avec le Je suis là, son. je suis Ah, voilà, voilà, revenu. voilà, J'arrive. voilà. Ça a l'air Désolé, de, c'est pas ce qui est arrivé, je ne sais pas. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Voilà, voilà. On en était à parler. Alors, excusez-nous, c'est un peu Je vous décousu. en prie. On était en train de parler ensemble, voilà, c'est vrai, des types de discussions, de romans, de, voilà, et des uns et des autres. Et donc, ceci m'amène à une question qui est le développement de ça, c'est-à-dire, est-ce que vous avez, voilà, une idée des lecteurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se faire une opinion, une idée du lecteur iranien aujourd'hui? C'est quoi la classe d'âge? C'est quoi la société? Est-ce que c'est euh, que à l'université? Est-ce que dans des familles, lesquelles on continue à lire en français ou du français en persan, mais des auteurs français? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment une question difficile, hein. Du fait que Jean-Claude, nous n'avons pas accès aux statistiques en Iran, c'est un Non, ça je problème pense bien, mais qui est, juste comme oui, ça, dans la recherche, oui. je sais, je Bon, sais.
Mais Euh, bon, l'impression, écoutez, oui, pardon, oui, bon, écoutez, bon, Jean-Claude, euh, je devrais noter que la traduction et l'attention portée à la littérature française, hein, ont toujours été dépendantes de ce qui se passe dans les départements de langue, de littérature et de traduction de français en Iran. eh oui, eh oui, Bon, dans le passé, un bon nombre d'étudiants partaient faire leurs études en France. Quand ils arrivaient, ils se mettaient à traduire, hein. C'était plutôt par un goût et un intérêt, hein. voilà, Mais ces derniers temps, il faut le dire. euh, nos traducteurs sont principalement des étudiants formés dans des départements de traduction des différentes universités. D'accord? Et euh, donc, le lectorat même, hein, le lectorat même se forme, si je peux dire, hein, si j'ose dire, plutôt dans ces milieux-là. Et c'est par là et c'est à partir de là que ça s'en vers d'autres milieux et un public plus large. C'est très restreint, ça c'est sûr. Hmm. C'est vrai que, bon, par rapport aux romans iraniens, les romans étrangers, les romans français, américains, ils sont beaucoup plus lus, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un nombre impressionnant qui se met à la lecture de ces romans. Et c'est c'est plutôt les jeunes, hein. C'est plutôt D'accord. les jeunes. J'imagine qu'en France, ça serait un peu plus différent, oui. Très Classe différent, d'âge, très différent. oui. Classe d'âge, oui, parce que j'ai remarqué ça dans les salles de cinéma aussi, hein. J'imagine que c'est la même chose pour Pareil, la pareil, littérature, oui, c'est un peu pareil. pareil. Mais en Iran, c'est vrai que, bon, Anna Gabalda, Guillaume Musso, hein, Annie Ernaux, lectorat, c'est des jeunes, hein. C'est cette même génération dont je viens de parler, cette génération qui est à la recherche des choses nouvelles, hein, des expériences nouvelles, hein, Je comprends. et qui trouve ces expériences dans l'œuvre intime, hein, d'un Annie Ernaux, d'un Nathalie Nothomb, hein, de quelqu'un comme un Gavalda. Oui, oui, oui. Très bien, très bien. Ceci me fait penser, parce que la problématique rejoint un peu ce qu'on vient de dire sur l'influence de la présence en France d'étudiants qui reviennent, qui sont pétris de culture du pays dans lequel ils ont vécu quelques mois ou quelques années. Et c'est vrai que ça a une incidence. Si chacun de nous a eu cette expérience, il sait qu'il n'en sort pas indemne et qu'après, son cœur bat en partie aussi pour ce pays qu'il a partagé pendant un certain temps. Et donc, je pense pouvoir annoncer à celles et ceux qui nous écoutent que pas tout de suite, parce que le travail est en cours, mais que dans un prochain GovTegu, nous essaierons de comprendre en quoi l'iranologie qui s'est développée en France au XVIIe siècle, mais surtout là aussi au XIXe puis au XXe, a pu influencer la diplomatie française pendant un certain temps et quel est l'état des lieux aujourd'hui. Ça sera Hmm. un grand moment que je vous promets grâce aussi à l'aide de Rualla, mais nous avons une étudiante voilà, qui va se pencher sur cette question et c'est un sujet quasi brûlant aujourd'hui, qui est Hmm. d'actualité comme jamais. Voilà, je pense que nous avons fait le tour, mon cher Wallah, ça va, le temps n'est pas encore tout à fait écoulé. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter? Parce que je pense que ce qui Je- peut intéresser nos auditeurs, c'est véritablement de comprendre, voilà, quelle est la vision, la connaissance de la société de la France par la société iranienne, pas toute la société, l'élite, bien entendu. Alors, je ne parle pas des gens qui partagent leur vie entre la France et l'Iran, mais ceux qui sont enracinés en Iran
voilà, est-ce qu'ils ont encore ce petit lien, cette petite étincelle qui existe grâce à la littérature? C'est un peu ça qu'on se pose comme Oui, question. absolument, absolument. La France est toujours connue chez le public avisé iranien, dans des milieux culturels, intellectuels, comme le pays de la littérature, hein, comme le pays de l'art, de la culture. Hein. Et là, c'est pas mal de faire cette remarque aussi, Jean-Claude. Hein. Mais je le dirai en passant. Hein. La politique apparemment non coloniale de la France à une époque, par rapport à la politique anglaise, la politique russe, hein, elle a été une des raisons de la popularité de cette langue, de la culture française, hein, chez les Iraniens. Hein. Euh, donc, on pourrait investir toujours là-dessous. Hein. On pourrait toujours investir là-dessous. Et, c'est-à-dire que nos relations bilatérales, nos relations, surtout en matière de culture et de l'art, euh, elles attendent toujours leur moment. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore à ce moment où on profiterait de l'occasion, on profiterait de nos apports mutuels. Et justement, Jean-Claude, comme j'ai évoqué avant qu'on démarre la discussion, et j'ai un tableau à présenter à notre chère audience, notre cher public, hein, là, présent. C'est une étude que j'ai faite et qui demande d'être complétée, bien sûr. Hein. Je devrais la présenter plus tard. J'aimerais la présenter plus Oui, tard dans le format d'un article, mais je vais partager mon écran voilà. justement pour... On euh, attend de ah voir oui, si ça pardon. marche. Si ça marche. Euh, Voilà, oui, partage bon, d'écran. je vais seulement, j'espère que je pourrai le faire parce que... Ah, en cliquant, ça marche pas? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Partage Bon. d'écran. Euh, En disant d'abord, en précisant que tout au long de J'ai rien ces du deux tout. siècles, hein, vous pouvez voir l'écran. Ben, c'est noir chez moi. C'est-à-dire, j'ai l'écran noir sur lequel il y a un texte. Hosseini a commencé le partage d'écran, mais il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'information. Peut-être que Ah, ça arrive, il faut peut-être attendre. ah bon, J'espère que ça ça doit arrive. charger? Ah, ah. Oh Oui, là. Ah oui, pas voilà, encore, voilà, vous voilà, voilà. direz. Voilà, c'est Ah bon. oui, C'est bon. Hop là, bon. on retrouve toutes les photos Ah, d'un moi, je coup. trouve ça intéressant. Et, bon, nous avons parlé de ce phénomène de traduction et son rôle dans Oui, le c'est développement de intéressant la ça. littérature française, oui, Ah oui, Jules Verne. euh, dans la société, chez le public lectorat iranien. J'ai remarqué que, bon, ça c'est aussi un phénomène. Hein. Jules Verne, Jean-Claude, Jules Verne, c'est l'auteur le plus Bien avant traduit Alexandre avec, Dumas. avec Oui. Emmanuel et Schmitt. Ah Oui, oui, ah oui. plus de Et donc, 40 œuvres. D'abord, j'ai remarqué que nous avons jusqu'ici presque 1000 titres différents de la littérature française traduits en persan. Ça, d'accord, c'est remarquable, c'est impressionnant. 1000 titres différents pendant d'accord. toutes ces années ont été traduits du français vers le persan. Et là, voyez, bon, nous avons Jules Verne, Schmitt, Christian Bobin, oui, Christian Bobin Oui, qui qui tiennent présente, le je haut pense, du imagine. classement, oui. Oui, oui, bon, c'est son mysticisme peut-être qui a attiré le public iranien. Oui, il y a un certain mysticisme manifeste dans l'œuvre de Christian Bobin. Balzac, vous voyez, en quatrième place,
il y a Sartre, Camus. Camus, presque toute l'œuvre de Camus a été traduite en persan. Zola, Michel Zévaco, ce qui était surprenant pour moi, c'était son Michel Zévaco, qui a, dont 18 titres ont été traduits en persan. Modiano, vous voyez, Duras, qu'on aime beaucoup. Hein. Duras, avec Camus, avec Sartre, ce sont des noms, des figures qui sont connus d'un public plus général. En fait, dehors des milieux francophones iraniens, on les connaît bien. C'est Oui. Duras, ce Camus, ce Sartre. D'accord? Et bon, la liste, euh, bon, euh, il y a des figures comme Michel Houellebecq dans la littérature extrême contemporaine, comme Pierre Michon, dont l'accueil du public iranien n'a pas été remarquable. Hein. Euh, Oui. ils n'ont pas Voilà, été très... oui, excuse-moi, j'ai Oui, une question parce que il y a comment les, les, les visages de certaines personnes ou les fenêtres, tu sais, qui marquent la présence de tel et tel auditeur, comment ça s'appelle, nous cachent en partie. Après Molière, on ne voit plus. Alors, quels sont les noms qui suivent Molière? Si tu continues la liste, hein, on a Romain ah oui, Roland, d'accord, Molière, d'accord. Bon, et ensuite c'est caché. oui. Qui a-t-on? Bon, Molière, André Gide, avec 12 œuvres, 12 ouvrages, hein, vient André Gide. après Molière. Bon, Après, bon, je voulais aussi, hein, on n'a pas le temps, je voulais aussi parler des auteurs naturalisés français comme Milan Kundera. Hein. Milan Kundera, intéressant ça. on le considère hein, aujourd'hui comme un écrivain français. Hein. C'est pas Exact. seulement en France qu'on en discute, mais en Iran aussi. Et Ferdinand Céline, hein, c'est la dernière figure sur cette liste avec 10 ouvrages hein, de Ferdinand Céline. Bon, ce diapo présente C'est très intéressant. les 23 premiers auteurs hein, par nombre d'ouvrages traduits. Sinon, j'ai d'autres diapos où il y a d'autres noms qui se figurent et que je pourrais, hein, dans une autre séance, peut-être Voilà. euh, en parler, ou bien dans l'article que j'ai promis. Tout Hein. à fait. Voilà, pardon, parce que j'ai quelqu'un là parmi nos auditrices qui pose une question ou qui fait une remarque très pertinente, disant, bon, on est en train de parler indirectement à travers la littérature du français, et donc cette personne nous dit, qu'en est-il avec les films Oui. français ou éventuellement la télévision française? C'est quoi la place de ces deux médiums, de ces deux médias dans la société iranienne? Est-ce qu'on diffuse des films français dans les cinémas, dans les salles, parce qu'il y a beaucoup de salles en Iran, c'est un pays de cinéma. Oui, Est-ce qu'on a ça ou oui, est-ce oui. qu'on regarde certaines chaînes françaises pour ceux qui sont francophones? Bon, euh, à la télé, non, c'est tout à fait accidentel, d'accord? Bon, D'accord, le choix des films français présentés à la télé, d'accord, c'est tout à fait par hasard. Bon, il n'y a pas un engouement pour les films français, d'accord. surtout à la télévision. Mais, mais pour les cinéastes et pour le public cinéphile iranien, le cinéma français est caractérisé et qualifié d'artistique, d'accord? C'est le cinéma d'art et d'expérience toujours. C'est le cinéma Oui. de Jean-Luc Godard, de Truffaut, oui. Donc, euh, et c'est sur ce même modèle d'ailleurs qu'on a créé le groupe Art et Expérience en Iran, où on projette, on présente des films de nature artistique plutôt. Hmm. Donc, c'est l'image qu'on se fait toujours du cinéma français. Et sinon, Hollywood règne sur la scène, Jean-Claude, comme partout, peut-être dans le monde. Euh, et
dans les salles, vous savez, il n'y a pas toujours, nous avons quelques petites salles où on pourrait, Tu où as on raison. a l'autorisation de présenter les films aux étrangers. Sinon, vous, le nombre limité des salles en Iran, nous n'avons même pas de salles, assez suffisamment de salles pour présenter les films iraniens. Donc, il y a une loi qui ne permet pas toujours de présenter euh, d'une manière large les œuvres étrangères. D'accord, d'accord. Merci. Bon, ben voilà, on a en partie répondu. Je crois que là, nous allons, nous allons quitter tout le monde. Je vais, cher Walla, vous remercier et je voudrais dire à ceux et celles qui ont continué malgré nos quelques petits incidents et dont enfin, que vous nous pardonnerez, je vais vous donner rendez-vous le 18, le 19, pardon, le 19 juin pour un sujet qui m'a été longuement demandé depuis plusieurs années, que je n'arrivais pas à traiter parce qu'il fallait que je trouve la bonne personne et qui s'exprime en français. Eh bien, je vais recevoir le professeur Ali Amir Moezi, qui est directeur d'études et directeur de la chaire d'exégèse à l'école pratique des hautes études à Paris, et qui va nous expliquer ce qu'est le chiisme. Une question que beaucoup de Français aimeraient bien avoir une réponse. On ne sait pas ce qu'est le chiisme, puisque en France vivent une majorité de musulmans d'obédience sunnite, qui est la grande majorité des musulmans, surtout de par leurs origines maghrébines. Eh bien là, le 19 juin, avec le professeur Ali Amir Moezi, nous aurons, vous voyez, d'origine iranienne, nous aurons l'occasion de découvrir ensemble ce qu'est le chiisme, son originalité par rapport au chiisme, par rapport au sunnisme, c'est les influences qui ont marqué la création de cette religion. Donc je remercie beaucoup Roualla Hosseini pour nous avoir consacré du temps. Il est 1h30 de plus à Téhéran. La nuit doit tomber maintenant. Merci d'avoir été au rendez-vous et puis merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont encore suivis cette fois pour apprendre à mieux connaître, à mieux comprendre ce grand pays. Merci à tous et à toutes. Merci Roualla. Et donc, je vous dis à tous et à toutes, pour ce qui nous concerne, le 19 juin pour ce Goftegou sur le chiisme, mais un autre grand événement pour ceux qui habitent Paris ou la région parisienne. Nous ouvrons les activités d'un nouveau ciné-club en partenariat avec le cinéma Le Balzac qui se situe proche des Champs-Élysées, et nous allons lancer un ciné-club régulier qui s'appelle le Cinéma des Routes de la Soie. Et le premier rendez-vous se fera le 16 juin en présentant un film qui a été Palme d'Or à Cannes en 1997, un film de Abbas Kiarostami, Le goût de la cerise. Et nous aurons comme témoin pour lancer la projection deux amis, deux accompagnateurs de Abbas Kiarostami, son photographe directeur d'images, lui-même réalisateur, et Madame Nahal Tajadot, qui est franco-iranienne, romancière, et qui a traduit des textes de Kiarostami, qui a échangé beaucoup et qui va nous raconter son expérience. Voilà, en introduction de ce film Palme d'Or à Cannes, puisqu'on est dans le Festival de Cannes depuis hier, en 1997, et ça sera au cinéma Le Balzac. Vous allez recevoir les uns et les autres notre publicité pour vous inscrire et réserver votre place. C'est le matin à 11h
le dimanche 16 juin. Et quant à moi, Goftegou, le prochain, le chiisme, le 19 juin. Voilà, le centre franco-iranien n'en arrête pas. Merci à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt et le bonjour à Téhéran. Merci Rwanda. Au revoir.